Bonsoir, bienvenue à Carte Blanche. Cette semaine, on parle d'entraide au masculin avec M. Guy Laprise. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Oui, tout à fait. Tout d'abord, M. Laprise, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du phénomène qui amène le but de votre entraide au masculin, c'est la violence envers les hommes? En fait, c'est la violence que les hommes vivent dans leur relation conjugale et familiale. C'est la problématique principale qui fait qu'entraide au masculin existe. Généralement, les personnes qui sont référées chez nous ont d'abord un problème d'impulsivité, souvent relié à une très mauvaise gestion de la colère, d'une part, et généralement, chacun des hommes qu'on rencontre chez nous vont avoir plusieurs problèmes. Okay. Souvent, de fois, c'est relié aussi avec des problèmes d'alcoolisme ou de toxicomanie. Ça peut être lié également à des problèmes financiers, ça peut être lié aussi ou en lien avec du stress au travail, ça peut être lié avec des deuils qui ont mal été vécus. Ça peut être dû également, et en référence, là, des hommes qui ont souffert de violence eux-mêmes, qui ont été violentés soit physiquement ou sexuellement dans leur enfance ou à l'adolescence. C'est des gens qui... souvent de fois aussi peuvent avoir subi des mauvais traitements ou de la négligence dans leur milieu familial. Alors c'est assez vaste. Est-ce que ça fait longtemps que ça existe? Entraide au masculin, oui, ça fait quand même depuis 1990. OK. Oui. Et vous offrez quoi comme service? Bien, dans les services, dans les services, ce qu'on fait principalement, c'est qu'on fait de l'accueil, de la référence et de l'encadrement thérapeutique. OK. Encadrement thérapeutique, ce qu'on appelle en groupe ouvert, c'est des gens qui, une fois qu'ils ont suivi le processus de l'accueil et qui, soit qu'ils ont la motivation pour intégrer un groupe ou encore qu'ils soient obligés de le faire, parce que souvent, il y a beaucoup de cas qui sont judiciarisés. Il y a des gens qui viennent parce que monsieur le juge a dit « Monsieur, vous allez suivre une thérapie pour évaluer vos comportements de violence ». Alors ça, c'est fréquent ici. Donc, on fait l'accueil. L'accueil, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on répond à des références qui viennent de l'extérieur, généralement. C'est soit une personne qui décide par elle-même de nous contacter, OK. C'est soit une autre personne qui vient fortement recommandée par sa conjointe ou des amis ou des membres de la famille ou son entourage immédiat. Ça peut être des gens qui sont référés par les réseaux de santé, CLSC, hôpitaux, UPS, intervenants communautaires, psychologues, psychiatres, etc. Des gens qui peuvent être référés de toutes sortes, des fois par des policiers, des fois ça va être une agente de probation. En tout cas, c'est très varié. Donc, et selon vous, l'approche que vous faites, vous, c'est envers les hommes. Est-ce que c'est différent que par rapport à une approche envers les femmes? Oui, il y a une certaine différence parce que, en fait, je ne veux pas entrer dans trop de détails là, qui seraient laborieux de l'exposer en si peu de temps, mais il en demeure pas moins que oui, il y a des différences. La problématique de la violence conjugale et familiale, c'est quelque chose de complexe. Comme toute forme de violence sociale ou autre, là, ça implique énormément de choses, parce que la violence conjugale et familiale, nous, on dit toujours que c'est du domaine du privé. Hein? C'est dans le privé que ces situations-là se vivent, généralement à 85% des cas. Alors, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans le sous-sol d'une maison, dans un quartier résidentiel, où, tu sais, on n'est jamais témoin de l'extérieur sur ces événements-là. Alors, c'est un sujet qui est assez complexe à cause de ça. Ça comprend beaucoup de données. Heureusement, il y a beaucoup de recherches qui s'y fait également. Alors, ça nous aide beaucoup maintenant pour mieux saisir la problématique. Cependant, quand on parle des femmes qui ont été victimes de violences conjugales et familiales, et là, je pourrais vous définir aussi les types de violences parce que il faut les connaître. Mais je vous en reparlerai peut-être. Mais c'est dire que chez les groupes d'hébergement pour femmes violentées, par exemple, ils vont naturellement opter pour une approche sur la victimisation. Okay. La femme et les enfants sont victimes et on va opter avec pas seulement une approche pro-féministe, mais on va quand même être influencé par cette approche-là, dans laquelle on pourra observer que, théoriquement,
c'est l'homme qui domine dans notre société et par le fait même en lien, etc., également dans le milieu familial et dans la relation conjugale. Parenthèse là-dessus, parce qu'on pourrait élaborer plus à fond. Ça devient un peu complexe parfois et on n'a pas, comme je vous dis, le temps d'élaborer des théories. Alors, c'est un peu différent. Sauf que ce qu'on sait maintenant, dans la problématique qui évolue, j'ai encore des documents cette semaine, maintenant on est capable d'envisager en termes de recherche, parce qu'il faut cueillir des informations quand on fait de la recherche. Et ces informations-là, maintenant, nous arrivent à avoir en perspective que il y a la problématique des hommes victimes aussi qui se laissent apparaître bientôt, parce que c'est un tabou, ça aussi. Il y a des hommes qui sont aussi agressés en milieu familial. On parle souvent des femmes qui sont victimes des hommes, et oui, qui sont victimes oui, tout à fait. Les données récentes, en tout cas, je ne veux pas lancer de chiffres, là, mais les données récentes tendent à... Parce que aussi, ce qui arrive, c'est qu'auparavant, on ne se préoccupait pas des victimes masculines. C'était pas dans, si vous voulez... C'était méconnu d'un certain sens. Oui, tout à fait méconnu et peut-être mis un peu de côté, parce que, bon, c'est sûr que il ne faut jamais oublier que, malgré tout ça, les femmes sont victimes depuis des millénaires de la violence conjugale et familiale. Et ce sont les hommes qui ont toujours été les agresseurs. Et on peut démystifier aussi, parce que la violence conjugale, ça existe dans les couples gays, ça existe aussi dans les couples lesbiens, ça existe à tous les âges de la vie, les personnes âgées. Il y a des personnes âgées qui sont victimes de violences conjugales, même quand elles ont 70 ans ou 75 ans. Chez les adolescents également. Chez les adolescents également, dans les relations amoureuses chez les jeunes. Alors, vous voyez, ça devient quelque chose de très, très, très complexe. Et on travaille naturellement avec de la souffrance humaine. Qu'on soit agresseur ou victime, c'est sûr que les victimes et les enfants exposés à la violence conjugale, c'est des drames à pu finir, c'est des traumatismes. Alors, ça devient, ça a une très, très forte densité émotionnelle, ce contexte-là. Vous n'êtes pas seul à travailler pour Entraide au masculin. Avez-vous une équipe avec vous? Oui, bien, en fait, nous, on est une toute petite équipe. On est 2 personnes à temps plein avec une personne à temps partiel. C'est certain qu'on ne fait pas du 7-24 comme ils disent dans les CLSC ou ailleurs. Là. On n'est pas un centre d'hébergement, on est un centre de consultation et d'encadrement thérapeutique. Il y a des projets dans l'avenir, mais c'est trop tôt pour confirmer des choses, là, mais c'est une petite équipe et on réussit, avec nos modestes moyens, quand même à rencontrer énormément, beaucoup de monde dans une année. Là. Et quelles ressources utilisez-vous pour aider ces personnes-là? Bien, en fait, les principales ressources, c'est sûr qu'il y a toujours de l'écoute téléphonique, des entrevues individuelles, intégration au groupe de thérapie. On a aussi des cafés-rencontres. On a aussi des émissions de télévision. Faites-vous de la prévention dans les écoles? Oui, cette année, on n'a pas fait l'exercice. L'an passé, on avait rencontré 60 groupes de jeunes de secondaire 3 et 4 là, dans toute la région, de Saint-Pascal jusqu'à Montmagny, en passant par Saint-Pamphile. Ça avait été une belle expérience de sensibilisation et de prévention dans les... C'est important de commencer jeune à en parler du problème. Oui, tout à fait. Pour que les gens puissent savoir que les ressources existent. Oui. Et d'ailleurs, sûrement qu'on en aura là, je pourrais vous dire que même dans les instances gouvernementales et institutions publiques, on va sûrement, dans les prochaines années, maximiser les argents en prévention de violence auprès des enfants. Est-ce qu'il y a des tranches d'âge que vous acceptez? Est-ce qu'il y a un minimum, il y a un maximum? Nous, on travaille avec des hommes adultes, parfois avec des conjointes, parce qu'on a des contacts parfois avec des conjointes, selon certaines modalités. Mais parfois, on va recevoir des adolescents, c'est rare. Il n'est pas dit qu'éventuellement, qu'on puisse faire des groupes d'encadrement pour des jeunes en difficulté. Mais on n'est pas rendu au stade opérationnel. Là. OK. Et comment ça fonctionne? Est-ce que les gens vont vous voir, ils vous appellent? Comment ça fonctionne? Oui. Puis grosso modo, si j'en reviens aux outils et aux ressources, c'est sûr que nous, on va privilégier dans notre pratique, et c'est partie intégrée là, de notre mission d'origine, c'est que
on a opté pour une approche en psychoéducation. C'est-à-dire que cette approche-là prescrit qu'aussitôt qu'on rencontre un homme qui a des difficultés d'impulsivité ou de violence conjugale et familiale, systématiquement, on va l'inviter à cesser l'agir. OK? Cesser la violence immédiatement. Ça, c'est une condition sine qua non. Ça ne veut pas dire que c'est toujours respecté parce qu'il peut y avoir récidive. On n'a aucun contrôle sur les personnes. Les gens de tandem, d'ailleurs, parlaient des jeunes, c'est la même situation. On a peu d'influence sur le vouloir de notre homme, là. C'est lui qui doit se prendre en main et s'il veut changer, il y a seulement lui qui peut le faire. C'est encore une décision bien personnelle. Tout à fait, tout à fait. Nous, on peut juste encadrer, soutenir, donner des outils, des références, le faire cheminer, à la limite le référer à d'autres personnes. Mais c'est très important. Et notre approche va contenir également 3 grandes notions importantes dans le cesser de l'agir violent. La reconnaissance des gestes de violence, fondamentale. Il faut qu'il y ait une prise de conscience qui se fasse à ce niveau-là dans l'individu. Deuxièmement, on va insister beaucoup sur la responsabilisation de ces gestes. Donc, c'est lui qui est le maître d'œuvre de ce comportement-là. Ça lui appartient, ce comportement-là. Et le comportement amène des conséquences et il doit accepter aussi les conséquences qui viennent avec ce comportement-là. Et dans une 3e étape, qui, elle, va durer sans doute des années, peut-être toute une vie, c'est l'amorce de changement, de comportement alternatif à la violence. On apprend aussi à comment gérer une colère, ce qui est fondamental, c'est intimement relié, alors que la violence ne conduit pas nécessairement la colère ne conduit pas nécessairement de la violence, alors on peut apprendre à mieux connaître ça, sa colère ou ses colères intérieures et les gérer de manière plus saine. Et par la suite, est-ce que vous offrez un suivi aux personnes qui sont venues vous voir, qui ont utilisé vos services? Oui, toujours. Le protocole prévoit que... pardon, je vais prendre une petite gorgée. Pas de problème. Le protocole prévoit que dans les 6 mois suivant la fin d'un processus thérapeutique d'une durée de 21 semaines, plus 2 ou 3 entrevues individuelles, il est prescrit qu'on rencontre encore nos gars. Et en plus, ils sont invités aussi à intégrer, s'ils le désirent, un groupe de suivi. Ce sont des rencontres qui ne sont pas d'ordre thérapeutique, c'est des rencontres plus de relations sociales et humaines, dans lesquelles les gars ont le désir de se revoir et de continuer à cheminer et en exposant leurs problèmes personnels. Et parle à ce moment-là de leur cheminement, comment ils ont vécu. Oui, c'est ça, parce qu'il faut savoir, c'est entraide au masculin, on a le mot entraide, c'est pas seulement de l'aide, c'est aussi de l'entraide. Alors, les gars qui viennent chez nous, ben c'est aussi des moteurs de changement pour nous. Il y en a plusieurs qui réussissent à changer les comportements de violence. Alors, dans ce temps-là, on les encourage. Et puis, ce sont des gens qui peuvent nous aider aussi à référer d'autres personnes de leur milieu, etc. Alors, ils tiennent toujours un lien avec nous. Ils deviennent un petit peu des observateurs de certaines situations. Ils peuvent à ce moment-là, justement, oui, c'est ça. Puis ça devient des personnes ressources en même temps parce qu'elles peuvent dire, regarde, moi, c'est des personnes qui sont capables aussi d'exprimer leur vécu par rapport à la violence qu'ils ont démontrée dans leur milieu. Alors, et puis en plus, dans la violence, c'est tout le temps dans le multifactoriel. Il n'y a jamais juste une cause ou c'est pas comme ça. C'est toujours plusieurs éléments qui sont caractérisants, là. Vous parliez un petit peu plus tôt des types de violence. Pouvez-vous nous en parler un petit peu plus? Oui, en violence conjugale et familiale, on pourrait parler de violence sociale ou de violence humaine en général. Hein. Si on parle de violence humaine en général, on pourrait dire qu'est-ce qu'il y a là? Des génocides, des meurtres, des viols collectifs, des infanticides, etc., etc. Il y en a plusieurs. Mais en milieu conjugal et familial, on va parler de violence verbale, qui est toujours présente, la violence psychologique, qui est aussi généralement toujours présente, la violence physique, qui est plus ou moins présente parce que il faut savoir que, heureusement, notre gouvernement a établi une politique sur la violence conjugale et familiale au Québec. Et c'est une très bonne chose. Et d'ailleurs, cette politique-là a amené le développement en plus grand nombre des centres d'hébergement pour femmes aux prises avec la violence conjugale.
et aussi des organismes comme le nôtre qui sont issus un peu de cette politique-là. C'est un problème très sérieux dans notre société. Et puis, cette politique-là criminalise la violence physique et la violence sexuelle. Pareil comme à la DPJ pour les enfants, quand il faut déclarer, parce qu'on appelle ça de la compromission, quand on sait qu'un enfant est négligé ou maltraité dans un lieu quelconque. On se doit de le Oui, dire. seulement s'il y a violence physique, s'il y a violence sexuelle et négligence grave. Ce sont les 3 types de violences chez les enfants qui vont être retenus, par exemple, par la DPJ pour suivre un signalement. Mais il en demeure pas moins que nos gars, eux autres, ils réussissent à faire des choses là-dedans. Fait que violence verbale, c'est toujours là. Violence physique, c'est présent, mais la gravité est moins, je dirais, moins tangible là, qu'il y a 15 ou 30 ans, avant que ce ne soit pas concrètement un acte criminel. Alors, la violence physique, depuis que c'est considéré comme un acte criminel, c'est moins, je ne dis pas que c'est absent, c'est moins présent qu'il y a 15 ans ou 20 ans, par exemple. Vous travaillez en collaboration? Il y a aussi violence sexuelle, très, très, très importante, violence sexuelle. Toute forme de violence envers les objets, les animaux, tu sais, casser les tasses, n'importe quoi, défoncer des murs. Là, moi, j'ai des gars, ils arrachent les portes. Oui, c'est ça que j'allais dire, j'allais parler des portes. Ils font des affaires vraiment incroyables. Puis aussi de la violence économique, contrôle économique. S'il y a juste un revenu, puis c'est lui qui décide de toutes les dépenses, puis qui exige, puis etc. En tout cas, il y a plusieurs formes où des fois, les jaloux compulsifs, ils vont aller fouiller dans les sacoches des femmes pour vérifier les comptes bancaires. Le contrôle. Exactement, exactement. Beaucoup de harcèlement. Du harcèlement psychologique, des fois du harcèlement. Il y a des femmes qui se font suivre par leurs ex. C'est aberrant. Là, il y a des choses folles là, qu'on entend des fois. Alors ça, c'est nos grandes familles de violence. C'est là-dessus que vous travaillez principalement? Oui, tout le temps, oui, tout le temps. C'est votre point de base? Oui, c'est tout le temps, on ne fait que ça. Et vous travaillez en collaboration avec les gens de Rivière-du-Loup, d'un autre bureau à Rivière-du-Loup. Peut-être vous nous en parlez un petit peu? Oui, nos collègues de Trajectoire Homme, en fait, des organismes comme le nôtre, Entraide au masculin, qui sont voués à l'aide et à l'entraide auprès des hommes au comportement impulsif et violent dans leur milieu conjugal et familial. On a une association nationale qui s'appelle maintenant À cœur d'homme, anciennement Arrive, qui comprend 24 organismes comme les nôtres. OK. Et, qui est parti au Québec? Oui, il y a nos collègues de Rivière-du-Loup, il y a à Rimouski, je ne sais pas s'il y a un centre, mais il y en a un à Carleton. Il y en a partout, un peu en région. Au Saguenay, nous autres, dans Chaudière-Appalaches, par exemple, on est 4. OK. Et avec nos collègues de Rivière-du-Loup, ben, on a des ententes territoriales, là, mais sauf qu'on a délimité, parce qu'on est conjoints. Alors, souvent de fois, on va aussi intervenir à la Pocatière. La Pocatière, nous, c'est notre ligne, là. J'allais vous demander votre territoire à vous, Entraide au masculin. C'est grand. On fait la MRC de Bellechasse-Est, puis là, on part nord-sud, là, du fleuve jusqu'aux lignes américaines, là. Fait qu'on fait Bellechasse-Ouest, Montmagny, les MRC de Bellechasse-Est, de Montmagny, de Lillet et du Kamouraska-Ouest. OK. Donc ça, c'est votre territoire de votre côté. Merci. On revient dans un instant. On regarde les façons de nous rejoindre et on vous revient à carte blanche. On est de retour à carte blanche. Monsieur Laprise, si on parlait des impacts que les enfants vivent lorsque il y a de la violence qui se passe dans le couple? Bien, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus parce que un enfant, là, ça peut être victime ou témoin de violence. Et dans notre société, presque tout le monde est témoin de violence. Que ce soit à la maison, à la télévision, que ce soit à l'école, que ce soit partout, c'est omniprésent cette violence-là. Même à l'échelle internationale, on a encore des conflits, etc., etc. Omniprésence de la violence. Et on a commencé à étudier avec sérieusement les impacts de la violence quand les enfants sont exposés à celle-ci dans le milieu conjugal et familial. Et il y a beaucoup de problématiques aujourd'hui. Je vais te faire un lien avec notre clientèle à nous. Malheureusement, beaucoup d'hommes qu'on rencontre
ont eu une femme, deux femmes, des fois trois femmes. Souvent de fois, ils ont eu des enfants avec la première femme, des enfants avec la deuxième. La première, elle en avait déjà un, la deuxième en avait déjà deux. Alors, vous comprendrez que ça fait parfois un cafouillis familial. Et ça, c'est des données qui sont très actuelles. On le sait dans la société que ça l'a... c'est assez complexe. Hein? Les familles reconstituées, oui, puis des fois, reconstituées 2 fois, 3 fois. Là. C'est pas juste un divorce et ensuite on est fidèle avec la même personne pendant 25 ans. C'est souvent, en tout cas, c'est très, très complexe. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les enfants, quand ils sont exposés à la violence conjugale, c'est des stresseurs importants pour eux autres. Et ça a des impacts, nécessairement. Et chez les enfants, quand un enfant est à bas âge, à 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, et qu'il voit apparaître les tasses qui volent ou des cris, des hurlements, des paroles méprisantes, dégradantes, et là, je ne rentre pas dans la violence physique, mais tu sais, ne serait-ce que ça, et que les enfants sont témoins. On sait maintenant, les scientifiques sont formels, les psychologues, puis tout ce qu'il y a de chercheurs dans ce domaine-là, il y a des impacts. Alors, fondamental de faire de la prévention, ne serait-ce que pour faire en sorte que moins il y aura d'enfants exposés à la violence conjugale et familiale, mieux notre société jouera un rôle dans ça. On pourra faire évoluer des choses. Et c'est malheureusement pas le cas actuellement. Alors, cette violence est omniprésente. Qu'est-ce que ça cause chez l'enfant? Ça peut causer toutes sortes de troubles. Des troubles d'apprentissage, des troubles de retard cognitif, un enfant qui va être hyperactif. C'est pas seulement un élément, là, c'est souvent plusieurs éléments qui vont laisser des séquelles pour très longtemps, sinon la vie. Imaginez aujourd'hui, on le sait, on en parle, les enfants agressés sexuellement en milieu familial, ça existe, hein? Alors imaginez les répercussions. Et c'est pour la vie que ces enfants-là sont traumatisés. Et les enfants, être témoins de violence conjugale, ça peut les amener plus tard à être violents. C'est pas seulement ça. Quand ils sont jeunes, en bas âge, mettons en bas de 7 ans, 8 ans, là, ce que ça provoque, c'est que ça provoque ce qu'on appelle, nous autres, un grand mot scientifique, là, c'est quasiment le syndrome de la loyauté. OK. Un jeune enfant, en bas âge, lui, là, ses parents, il les aime tous les deux égales, là. Tu sais, il ne fait pas de différence, j'aime plus maman, papa. C'est sa vie, là, hein? C'est son entourage immédiat, c'est les personnes en qui il a confiance. Alors, il observe ça, puis il se dit, oui, mais c'est quoi qui se passe? Alors, l'enfant, il peut se sentir déchiré. Puis l'enfant, à cet âge-là, il n'est pas capable de dire « Hey, je vais choisir mon père ou ma mère. » là. C'est pas comme ça. Alors, vous comprendrez que psychologiquement, ça crée un problème. De là, comme vous parliez, la grande importance de la prévention. Ben oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Il faut encourager le respect. Un enfant a droit au respect aujourd'hui, puis les enfants encore, c'est peut-être pas tous les problèmes résolus, mais au moins c'est comme la Charte des droits de l'homme. Il y a une Charte des droits de l'enfant qui existe maintenant à l'échelle internationale. Alors il faut appuyer constamment là-dessus pour faire en sorte qu'il y ait de moins en moins d'enfants qui sont victimes ou témoins de violence. Donc, les gens qui savent que ça existe dans un couple, c'est pas seulement donner les ressources au couple, mais aussi de se préoccuper des enfants aussi. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Nous, on l'aborde systématiquement maintenant en accueil et en entrevue. On va sonder et souvent de fois, on se rend bien compte que oui, les enfants ont été victimes. Et chez les hommes, ça a peut-être un petit côté aidant au niveau thérapeutique parce que quand ils ont... C'est aussi une petite corde sensible. Il n'y a personne qui veut de mal à des enfants. Non. Même les hommes violents qu'on rencontre, nous, et quand tu parles des enfants, c'est toujours quelque chose de touché. On rentre dans le sensible. Généralement, ils ne veulent pas faire de mal, mais il y a toujours des conséquences imprévues. Quand tu as des enfants et que tu as des comportements de violence en famille... Puis généralement, quand les gens ont des comportements impulsifs, ils ne choisissent pas le moment ni l'heure pour passer à l'acte. Hein? C'est indéterminé dans le temps. Pour fonctionner, vous avez certainement besoin de financement. Votre financement vient de où, en grande partie? Ça, c'est comme partout dans le milieu communautaire, on n'en a jamais assez. Mais nous autres, les principales sources de revenus que nous avons, c'est une subvention du programme SOC de la Régie régionale. Dans l'avenir, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver, là. On est dans l'incertitude pour le moment.
Et aussi d'autres sources de financement. Il est sûr que les gars qui viennent chez nous, ben, ils ont des petites cotisations à donner parce qu'il y a des frais minimums. Ce n'est pas beaucoup d'argent, mais ça fait une partie de revenus pour nous en plus. Il y a également une collaboration de centraide occasionnellement. Il peut y avoir aussi le ministère de la Justice. Il y a des juges parfois qui... ils le font avec les maisons de femmes aussi, qui va dire, écoutez, parce que souvent les gars qui ont des actions violentes, là, ils font de la prison, puis tout ça, mais ils font aussi de la probation, puis ils font aussi des fois une amende. Alors le juge peut exiger à quelqu'un qui a été jugé condamné de verser, je ne sais pas moi, une amende de 500 $, couper ça en deux, puis les chèques sont remis à des organismes communautaires qui œuvrent dans le milieu de la violence conjugale et familiale. Est-ce que vous acceptez les dons s'il y a des gens qui veulent vous Oui, aider? les dons, il n'y a pas de problème. 1 million et plus, on fait des reçus de charité. On est un organisme accrédité à Revenu Canada pour les organismes de charité. Est-ce que c'est seulement des dons en argent ou vous avez besoin de d'autres choses qui peuvent vous être? Non, c'est sûr que l'idéal, c'est toujours les dons en argent parce que les petites organisations, hein, on ne dit jamais non quand on nous offre des sous, là. Cependant, non, c'est rare qu'on va utiliser des reçus de charité pour échanger des biens, par exemple. C'est pas... Fait qu'on préfère les dons en argent de ce côté-là. Oui, c'est mieux en argent. Et en terminant, on peut peut-être rappeler justement le numéro de téléphone pour vous rejoindre, ne serait-ce que les gens qui ont des questions, qui veulent en apprendre un petit peu plus, qui veulent avoir de l'aide là-dessus. Vous pouvez rappeler le numéro de téléphone en terminant. Avec plaisir. Du côté de Rivière-du-Loup, ça s'appelle Trajectoire Rome. Vous pourrez voir dans le bottin téléphonique, c'est facilement à trouver. Chez nous, on a un numéro de téléphone sans frais. Alors les gens de plus la pocatière, là, parce qu'on ne vient pas consulter à Saint-Pascal, mais quand même, c'est le 1-866-232-5030. Et si jamais on veut faire un courriel, on fait entraide au masculin en un seul mot, en commercial globetrotter.net. Alors pour des questions, pour des dons, pour trouver de l'aide également, on vous appelle là-dessus. Oui. Monsieur Laprise, merci beaucoup. On fait aussi des services de conférences, toutes sortes d'affaires, de la formation, du dépistage, etc. Donc surtout les écoles et ceux qui voudraient peut-être rentrer en contact avec vous, c'est de cette façon. Généralement, on répond à la demande. Merci beaucoup, Monsieur Laprise. C'est moi qui vous remercie. Je vous remercie d'avoir été là pour cette autre édition de Carte Blanche et je vous dis à la semaine prochaine.